Bonjour tout le monde. Donc, on va entamer aujourd'hui la présentation du système Unix, puisque l'utilisation et l'administration du système d'exploitation, on a choisi comme cible le système Unix. On peut se demander pourquoi on a choisi le système Unix. Pour plusieurs raisons. C'est un système pédagogique, c'est un système qui a été créé au sein même des universités, donc exactement de l'université de Berkeley principalement. Aux États-Unis. Et c'est un système aussi qui est open source et qui permet aux gens de comprendre le fonctionnement de ce système et d'avoir toute la documentation liée à ce système. C'est pour cette raison que le choix s'est porté sur Unix. Donc naturellement, il faut présenter ce système, présenter ses atouts, présenter ses caractéristiques, pour mieux comprendre par la suite le fonctionnement et toutes les actions qu'on va entreprendre sur ce système. Donc ça, c'est pour introduire ce système. Alors, ce système, il a été créé par les deux chercheurs Ken Thompson et Dennis Ritchie. Donc historiquement, c'était les deux qui voulaient développer un système, à l'origine, un système de fichiers, parce qu'il y avait un ancien système sur la machine GECOS, il y avait le système Multics, ils voulaient développer un peu le système de fichiers pour le rendre un peu plus performant et plus intéressant. Ils ont développé ce système de fichiers. Par la suite, ils se sont rendus compte qu'ils peuvent développer facilement un système d'exploitation. Et du coup, ils ont développé ce système d'exploitation. Et ils l'ont appelé Unix par opposition à Multics qui était à l'étude au départ. Alors, je rappelle que ces deux personnes, ce sont les mêmes deux personnes qui ont créé le langage C. Et du coup, quand ils ont développé le système Unix, ils l'ont développé avec le langage C. Et 95% du système Unix a été écrit en langage C quand ils ont développé leur système. Quelqu'un pourrait dire, tiens, pourquoi ils n'ont pas écrit ça à 100%? Pas tout simplement. Dans n'importe quel système, vous avez toujours des caractéristiques physiques de la machine qui ne sont pas portables sur toutes les machines, parce que chaque machine a ses propres caractéristiques. Et du coup, on ne peut pas écrire tout le système d'exploitation parce qu'il y a la partie, je dirais, interruption, driver, etc., qui est propre au système utilisé, à la machine utilisée. Et donc, du coup, ce qu'ils ont écrit, c'est la quasi-totalité du système en langage C. Et comme ce langage, automatiquement, il est connu par sa portabilité, le système Unix a bénéficié justement de cette caractéristique par la suite pour sa portabilité. Alors, ce système qui a un ensemble de caractéristiques parmi lesquelles la première, c'est la portabilité, c'est-à-dire que c'est un système qui peut être installé sur différentes machines. Grâce à la portabilité du C, donc le système en bénéficie. Deuxième caractéristique, c'est le système, il a avec un esprit de multi-utilisateur, c'est-à-dire dès qu'il a été conçu, il a été conçu avec la réflexion que ce système va être utilisé par plusieurs utilisateurs en même temps. Donc, ce qui n'était pas le cas, par exemple, historiquement, si vous regardez un peu l'histoire de Windows, au départ, quand ils ont créé le système, ils ont créé le système au départ qu'on appelait le MS-DOS. C'était avec l'esprit que tu as un PC qui va être utilisé par un seul utilisateur. Là, dans Unix, ce n'était pas le cas. Dans Unix, c'était une autre vision des choses. C'est qu'on a essayé de voir les choses autrement pour dire que le système va être utilisé par plusieurs utilisateurs. Et là, quand on dit que le système va être utilisé par plusieurs utilisateurs, ça veut dire qu'on doit faire attention dès le départ pour les ressources. Parce qu'à un moment donné, parmi les ressources, tu peux avoir des ressources qui sont partageables et des ressources qui ne sont pas partageables. Donc, à un moment donné, un utilisateur qui est en train d'imprimer, il ne faudrait pas qu'un autre va imprimer en même temps, parce que si les deux vont imprimer en même temps, ce qui va sortir sur le papier, ça va être quelque chose qui est complètement illisible. Et
De la même manière, quand on utilise un fichier, quelqu'un qui est en train d'écrire sur un fichier, il ne faudrait pas qu'un autre est en train d'écrire en même temps sur le fichier, parce que sinon ça va poser problème. Et donc, cette caractéristique, elle a été prise en charge. On verra par la suite, quand on arrive au droit d'accès, comment les choses ont été prises en considération pour partager les utilisateurs quand il y a des conflits d'accès au niveau d'une même ressource. Alors, l'autre caractéristique aussi, c'est la capacité multitâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le système, tu peux avoir plusieurs tâches en même temps. Des tâches qui veut dire processus, c'est-à-dire plusieurs programmes qui s'exécutent en même temps. Donc, ils ont eu à l'esprit que la machine peut être utilisée par plusieurs utilisateurs. De la même manière, c'est d'avoir plusieurs processus par utilisateur et par l'ensemble des utilisateurs. La caractéristique suivante, c'est le système de fichiers. Parce que rappelez-vous, on avait dit que ce système il a été créé parce qu'au départ, il y avait une demande pour développer un système de fichiers. Et donc, il fallait penser le système de fichiers et voir comment on va le créer et comment on va le manipuler par la suite. La solution qui a été retenue, c'est d'avoir un système sur la base d'une structure hiérarchique sous forme d'arbre. Donc ça, c'est la solution qui a été retenue par les gens du système Unix. On va voir par la suite quel est l'intérêt justement de cette structure hiérarchique et quel bénéfice on peut en tirer pour la gestion des fichiers par la suite. Une autre caractéristique, c'est que le système Unix, il a une structure, ce qu'on appelle modulaire. Donc vous avez des programmes modulaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez plusieurs programmes qui forment le système. Et donc là, dans Unix, ils ont une philosophie un peu particulière et qui est intéressante même dans la vie courante de l'individu. Donc il y a une règle qu'il faut retenir en tête. Dans Unix, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit chaque tâche fait peu de choses, mais le fait bien. Donc ça, c'est l'esprit d'Unix. C'est pas la peine qu'un programme va faire beaucoup de choses et il risque de mal faire les choses. On vous dit que on essaie de spécialiser un peu le processus. Chaque processus, il va faire une tâche bien précise, mais il va la faire bien. Et du coup, quand tu fais l'assemblage de l'ensemble des processus du système d'exploitation, tu vas trouver un système qui est complètement cohérent et qui est assez précis. Pourquoi? Parce que chaque processus, il fait peu de choses, mais il le fait bien. Et donc ça se passe même dans la vie réelle de l'individu. On peut l'appliquer à un moment donné quand on fait quelque chose. On fait peu de choses, mais on le fait d'une manière bien. Et donc par la suite, par le temps, quand on va cumuler les tâches, les réalisations qu'on fait, on va trouver qu'on a fait beaucoup de choses, mais on a fait les choses de la bonne manière. Et le dernier aspect, c'est le système qui a été créé. Donc, on a pensé à l'utilisateur. Et donc, au niveau de l'utilisateur, on a pensé à comment se fait l'interface entre l'utilisateur et le système d'exploitation. Et donc, ce qui a été retenu dans le temps, c'était une interface qui est orientée commande. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ce système est orienté commande? Automatiquement, vous ne pouvez pas exiger de quelqu'un des choses qui n'existent pas. Je vous rappelle que ce système-là, il a été créé dans les années 70, donc début des années 70, donc 70, 71, aux alentours jusqu'à 72. Dans ce temps-là, il n'y avait pas les interfaces graphiques. Donc pourquoi? Une raison qui est simple. La souris, en ce moment-là, on ne la connaissait pas. C'est-à-dire que la souris n'a pas été créée à ce niveau. Donc 1971-72, la souris n'a pas été créée. Et du coup, automatiquement, on ne peut pas réfléchir à quelque chose qui n'existe pas. Et donc, ce qui a été réfléchi, c'est le mode commande, c'est-à-dire que l'utilisateur va taper des commandes et automatiquement, le système va pouvoir lui répondre en conséquence. Donc ça, c'était l'esprit d'Unix.
Et ce sont les caractéristiques d'Unix telles qu'on les a créées au départ. Alors, quelle est l'architecture qui a été adoptée? Donc, l'architecture, elle peut être modélisée par, je dirais, un système de couches. Donc, en général, le système de couches, quel est son intérêt? Son intérêt, c'est beaucoup plus du point de vue sécurité. Ça veut dire que quelque chose que tu mets en couche, la couche la plus interne, c'est qu'un utilisateur qui se trouve à l'extérieur, il ne pourra jamais toucher directement à la couche interne. Parce que pour toucher à la couche interne, il faut passer par toutes les couches intermédiaires. Et ça, c'était une vision, je dirais, assez intéressante pour permettre de séparer le côté utilisateur du côté système d'exploitation. Et donc, vous avez la structure d'Unix qui peut être vue comme étant 4 couches. Le noyau central, c'est-à-dire le noyau du système avec le système de gestion de processus qui est à l'intérieur. Vous avez aussi le noyau, ce qu'on appelle le noyau complet, c'est-à-dire l'interface. Et vous avez aussi d'une couche supérieure ce qu'on appelle le shell ou l'interpréteur de commande, puisque rappelez-vous, on avait dit que dans le slide précédent, que le système était orienté commande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu tapes des commandes et le système va les exécuter par la suite. Et donc, du coup, il fallait un interpréteur de commande qui permet d'interpréter les commandes qui sont tapées par l'utilisateur, parce que l'utilisateur, il peut toujours se tromper au niveau de ses commandes, il peut ne pas respecter la syntaxe des commandes, etc. Et donc là, il va falloir, je dirais, avoir quelque chose qui puisse communiquer d'une manière correcte avec le système d'exploitation qui joue l'intermédiaire entre l'utilisateur et le système d'exploitation. Et au niveau du couche final, ce sont les outils, ou ce qu'on appelle les utilitaires, utilisés par le système, tels que les compilateurs, les applications, etc., qui peuvent être exécutés sur la machine. Donc, d'une manière schématique, la voici. Donc, vous pouvez voir votre système, vous avez le hardware, c'est-à-dire la machine à l'intérieur. Vous avez le noyau qui englobe cette machine. Vous avez l'interpréteur de commande, c'est-à-dire le shell. Et à un niveau supérieur, c'est les utilitaires, c'est-à-dire les compilateurs, les applications, les systèmes de gestion de base de données, etc. Et au niveau externe complètement, c'est l'utilisateur qui, lui, va interagir avec ce système. Alors, comme le système est orienté interpréteur de commande, donc il est orienté commande, ça veut dire que le système, il est là. Quand vous allumez votre machine, le système, automatiquement, il est prêt à recevoir votre commande pour vous dire qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, vous devez lui communiquer ça à travers des commandes. Et donc, en général, l'interpréteur de commande, il fonctionne selon cet algorithme, cet organigramme qui est là. C'est que la première des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il est en attente, il va lire la commande. Donc, lire la commande suivante, c'est-à-dire quelle est la prochaine commande que vous allez taper. Alors, naturellement, le support de communication et d'interface, c'est le clavier qui est utilisé par défaut. Alors, dès que vous tapez une commande, l'interpréteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va analyser la commande pour dire c'est quoi cette commande qui a été tapée par l'utilisateur? Est-ce que c'est une commande correcte, pas correcte? Est-ce que c'est une commande qui a besoin de paramètres ou pas? Donc, tout dépend du cas. Il va l'analyser pour vous dire si la commande elle est incorrecte. Alors, automatiquement, il va vous imprimer à l'écran un message en disant commande incorrecte, il va vous donner les types d'erreurs qui est dans cette commande. Si par contre, la commande, elle est correcte, alors pour lui, il va analyser encore la commande pour voir quel est le type de cette commande. Et donc, pour le système Unix, ils ont analysé toutes les commandes d'Unix et ils ont pu départager les commandes en 2 classes. Vous avez la première classe, c'est les commandes, ce qu'on appelle internes, et vous avez les autres commandes qui sont dites pas internes, mais qui sont externes. Alors, pourquoi on peut se demander qu'il y a eu ce choix et cette décomposition de commandes en 2 classes? Ben, pour une raison qui est plus ou moins évidente. Donc, le système d'exploitation, quand vous lancez votre machine, ce qui se passe,
le système, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, tout simplement, il va changer les processus du système et il va changer tous les processus. Ça veut dire que, rappelez-vous, on avait dit que c'était un système modulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque processus, il fait quelque chose. Parmi ces quelque chose, c'est-à-dire chaque commande, à vrai dire, c'est quoi? C'est une action. Cette action-là, c'est reflété par un processus ou un programme. Et donc, chaque commande, elle est prise en charge par un processus. Et donc, du coup, si je veux exécuter les programmes, les commandes, ça veut dire qu'il faudrait que le processus correspondant soit en mémoire, donc pour pouvoir l'exécuter. Alors, naturellement, quand ils ont, je dirais, les concepteurs du système Unix ont analysé le système, ils ont vu que dans le système, il y avait deux classes de commandes. Il y avait des commandes qu'on appelle internes. Alors en général, ces commandes internes, elles sont automatiquement, tous les processus de ces commandes sont chargés automatiquement au niveau de la mémoire. C'est-à-dire dès que la machine est mise en marche et le système est en train de se charger en mémoire centrale, on charge tous les processus liés à ces commandes. Alors, vous allez me dire, tiens, sur quelle base on dira qu'une commande est interne ou elle n'est pas interne? Eh ben, la base, c'est quoi? C'est la nature des commandes. Quand on a analysé les commandes, on a pu voir qu'il y a des commandes qui sont fréquemment utilisées et il y a des commandes qui sont rarement utilisées. Donc, automatiquement, le système, pour gagner de l'espace, particulièrement en mémoire, donc ce qu'il va charger, il va charger les processus des commandes qui sont les plus utilisées. C'est ce qu'on appelle les commandes internes. Par contre, les commandes qui ne sont pas internes, c'est pas la peine de les charger en mémoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas utilisés d'une manière fréquente. Donc ils sont utilisés à quelques, je dirais, à quelques occasions, mais qui ne sont pas très très fréquentes. Et du coup, c'est pas la peine de les charger en mémoire. Donc on se dit, si on en a besoin, on va les charger en mémoire. Si on n'a pas besoin, c'est pas la peine. Il vaut mieux laisser la mémoire pour d'autres, je dirais, usages. Et c'est ce qui a été fait sous Unix. Donc au niveau d'Unix, souvent c'est ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qui est tiré de la vie réelle. Donc au niveau de la vie réelle, vous avez ces procédures qui sont faites. En général, si vous voyez un peu juste votre démarche qui est faite d'une manière plus ou moins, je dirais, intuitive, même si vous réfléchissez pas trop, vous allez adopter la même démarche. Alors en général, à la maison, quand vous avez vos bouquins, vos cahiers et autres, etc., en général, vous mettez toujours, pour l'année en cours, ou le semestre en cours, vous mettez tous les bouquins et les cahiers qui sont relatifs au semestre pour pouvoir les utiliser. Par contre, les cahiers et les bouquins qui ne sont pas de ce semestre-là, en général, vous allez les caser dans une bibliothèque ou dans des casiers, etc. Si un jour vous avez besoin d'un bouquin pour une information particulière, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez à l'endroit où vous l'avez stocké, retirer ce bouquin et essayer de voir l'information qui vous intéresse. Donc ça, c'est un peu ce qu'on fait nous-mêmes dans la vie quotidienne. Les gens du système Unix, ils ont réfléchi de la même manière aussi, pour dire quelque chose qui est utile fréquemment, automatiquement on la met en mémoire. Quelque chose qui n'est pas utile, automatiquement, on la met, c'est pas la peine de la mettre en mémoire, il faut la garder sur le disque en général. Et vous allez me dire, cette situation, comment qu'elle se justifie? Elle se justifie par l'usage. Donc on sait que il y a des commandes qui sont très utilisées. Par exemple, une copie, la commande de copie de fichier, ou la commande d'ouverture d'un fichier, sauvegarde de fichier, la commande qui permet de nous donner la date et l'heure actuelle, etc., qui nous donne par exemple la taille d'un fichier ou autre, etc. Par contre, ça c'est une commande, ce qu'on appelle une commande interne. Par contre, si vous prenez une commande qui permet de dire, par exemple, formater le disque, à votre avis, est-ce qu'on va formater le disque chaque jour ou chaque heure? Non.
Le formatage du disque, en général, on le fait occasionnellement. Vous avez, quand les choses sont vraiment nécessaires, vous allez formater le disque. La même chose si je parle de partitionnement du disque, c'est-à-dire je veux fragmenter le disque en plusieurs parties. Là aussi, je ne le fais pas tout le temps, je le fais occasionnellement. Et donc, quand ils ont analysé les commandes, ils ont vu qu'il y a des commandes qui sont fréquemment utilisées, et donc ils les ont classées dans la partie commande interne, et ils ont vu qu'il y a une autre type de commande qu'on appelle les commandes qui ne sont pas internes, c'est-à-dire externes. Ils les ont mis dans la deuxième classe. Et donc, moralité, quand on interprète la commande, si c'est une commande interne, ça veut dire quoi? On sait que le processus, il est en mémoire. Et donc, automatiquement, on va exécuter ce processus pour réaliser le but de la commande. Et bien entendu, quand on termine la commande avec le résultat, hop, vous allez voir qu'on va reboucler pour lire la commande suivante. Si par contre, la commande n'est pas interne, ça veut dire qu'elle est externe. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un processus. Donc, son rôle, c'est quoi ce processus qu'il va créer? C'est, donc ici, la création se fait avec une commande qui est écrite en C, puisque rappelez-vous, le Unix est écrit en C. La commande fork, c'est quoi? C'est de dupliquer un processus. Ça veut dire qu'elle va prendre l'interpréteur de commande, elle va le dupliquer. Donc, une partie, elle va se mettre ici, dans l'attente du processus fils. La deuxième, c'est la création du processus fils. Ce processus fils, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va exécuter la commande correspondant à la commande externe. Ça veut dire qu'on sait que cette commande, son code est toujours sur le disque. Ça va charger le code en mémoire et ça va l'exécuter. Une fois qu'elle exécute ce code, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va signaler la fin du processus pour dire que le code de la commande externe a été exécuté. Donc, j'ai terminé. Et du coup, l'interpréteur de commande qui arrive à ce point-là, c'est ce qu'on appelle un point de synchronisation entre les deux, il va mettre fin à ce processus fils et automatiquement, hop, il va retourner au départ pour lire la commande suivante. Et c'est comme ça qu'on arrive à exécuter toutes les commandes qui sont tapées par les utilisateurs, que ce soit une commande interne ou une commande externe. Et vous voyez qu'à travers l'interpréteur de commande, vous avez une boucle qui est potentiellement infinie. C'est-à-dire que cette boucle, si je la suis, il n'y a pas de fin, ce qui est tout à fait logique. Cette boucle n'a pas de fin. Pourquoi? Parce que tant que la machine elle est allumée, l'interpréteur de commande, il est là pour lire les commandes de l'utilisateur. Et donc, c'est pour ça que vous n'avez pas un début. Le début, c'est quoi? C'est juste le lancement de l'interpréteur. Mais la fin, vous ne l'avez pas, parce que la fin, elle est conditionnée par l'arrêt de la machine. C'est-à-dire, quand la machine s'arrête, l'interpréteur de commande va s'arrêter lui-même. Donc, de la sorte, est constitué l'interpréteur de commande. Alors, autre chose qui est, je dirais, vitale et nécessaire au niveau du Unix, il y a un principe, rappelez-vous, c'est un système multi-utilisateur, multitâche. Alors, tout utilisateur qui veut utiliser le système, il y a une condition préalable, c'est qu'il doit automatiquement ouvrir une connexion. Donc, si il n'ouvre pas une session pour de la connexion, automatiquement, il ne pourra jamais utiliser le système. Donc, ça, c'est un principe qui est utilisé dans Unix. C'est tout utilisateur qui désire travailler, automatiquement, il doit ouvrir une connexion. Alors, la session qui est ouverte, en général, elle est dictée par deux informations qui sont le login et le password. Le login, c'est quoi? C'est l'identifiant par lequel le système reconnaît l'utilisateur. Donc, ce n'est pas forcément son nom, ça peut être un pseudonyme, ça peut être un code, etc. Donc, peu importe, tout dépend de la mise en œuvre de ce login. Donc, le login, c'est relatif à un utilisateur. Ben, il est relié à une information qu'on appelle le password ou le mot secret. Donc, chaque login, on lui associe c'est l'utilisateur lui-même qui lui associe son code secret. Et à chaque fois qu'il veut se connecter, il donne son login et il donne son secret. En général, la recommandation, c'est de dire que ce mot de passe, c'est un mot de passe secret que seul l'utilisateur connaît. Donc, si l'utilisateur divulgue son mot de passe à quelqu'un d'autre,
Et ça veut dire que quelqu'un d'autre pourrait se connecter à sa place. Le système ne pourra jamais savoir que c'est quelqu'un d'autre. Pour lui, le mot de passe, c'est quelque chose de secret et qui appartient au propriétaire et qui ne doit pas être connu des autres utilisateurs. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement du système Unix. Alors, de la même manière, quand on termine le travail, il va falloir se déconnecter. Donc, pour se déconnecter, vous avez la commande exit qui permet de mettre fin à la connexion. Comme vous pouvez avoir la commande logout dans certains systèmes ou par touche de raccourci, il suffit de taper CTRL-D. Ça permettra de mettre fin à votre session. Et donc, il ne faut jamais laisser de session ouverte. Ça, c'est pour des raisons de sécurité. Parce que si vous laissez ouverte, n'importe qui peut venir et continuer votre session. Et donc, il va utiliser votre session à votre insu. Donc, le principe, c'est quoi? C'est toujours de se connecter. Une fois terminé, c'est de se déconnecter de ce système. Alors, le système Unix, comment il a été aussi réfléchi? C'est intéressant de voir ces aspects-là, parce qu'il y a un lien avec le reste, ce qu'on va voir dans le cours par la suite. On a la structure du noyau. Donc, Unix, quand il a été conçu sur deux principes essentiels. Donc, d'un côté, vous avez la notion de fichier, et de l'autre côté, vous avez la notion de processus. Donc, ces deux éléments, c'est les deux éléments clés de la conception du système Unix. Alors, avec la propriété qu'un fichier, en général, il occupe de l'espace et un processus a une durée de vie. Donc, ça, c'est le principe de fonctionnement et de conception du système Unix. Donc, les deux concepts clés d'Unix, et donc on va le voir par la suite, que le système est fondé sur ces deux aspects-là. Donc, il n'y a pas plus que ça, et donc ça nous donne cette figure suivante. Donc, ce que vous avez d'un côté le sous-système de fichiers, et de l'autre côté, vous avez le sous-système de contrôle des processus. Et donc, quelqu'un pourrait dire il y a quelque chose qui cloche dans ce système, parce que on vous a appris dans la structure machine, la machine, elle est composée de combien d'éléments? Quels sont les éléments d'une machine? Donc, la structure machine. Donc, une machine ou un ordinateur, quels sont les composants d'un ordinateur? Je vous pose la question, j'attends la réponse. Monsieur, unité Je parle beaucoup plus du hardware, hein, pas du software. Quand je parle machine, ça veut dire que c'est hardware. Donc le hardware est composé de quel élément? Donc je suppose qu'on vous a donné les composants de la machine. Les composants de la machine. Mémoire centrale. Comment? Mémoire centrale. La mémoire centrale. Oui. Ensuite. Alors, en général, il y a trois. Il y a trois éléments qui composent. Le CPU. Comment? Le CPU. Oui, il y a la CPU, la mémoire. Processeur. Et ensuite? Un troisième composant? L'unité de contrôle. Non, l'unité de contrôle, elle fait partie de la CPU. Déjà, vous avez oublié le module structure machine. C'est trop tôt, là. L'UAL. Non, l'UAL, elle fait partie aussi de la CPU. Le registre. Il y a trois éléments qui composent la machine, qui sont la CPU, la mémoire et les périphériques. Donc, toute machine est composée de ces trois éléments. Donc, la CPU qui comporte elle-même l'unité de contrôle et l'UAL.
Donc, la mémoire qui permet de stocker les programmes. Et les périphériques, ce sont les moyens de communication entre la machine et l'utilisateur. Alors ici, si vous regardez cette figure, on a processus et fichier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un peu occulté la mémoire et les périphériques. Alors naturellement, si vous voyez les choses dans Unix, c'est juste une manière d'interpréter les choses et d'englober les choses. Donc, dans le système de contrôle de processus, vous avez automatiquement le gestionnaire de la mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, tout processus occupe de l'espace mémoire. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu explicitement la gestion, la notion de mémoire. Parce que pour eux, tout processus, il va occuper de l'espace mémoire. Parallèlement pour le fichier, alors le fichier, c'est implicitement, il englobe les périphériques. Comment? Ben, pour les gens qui connaissent le C, ils ont déjà une idée sur ça. Parce que pour eux, un périphérique, c'est quoi? C'est implicitement un fichier. Par exemple, tu prends le clavier, c'est considéré comme un fichier en entrée, c'est-à-dire en lecture, à partir duquel tu peux lire un ensemble d'informations potentiellement infinies. D'une manière similaire, par exemple, l'écran, c'est considéré comme un fichier en sortie, c'est-à-dire un fichier sur lequel tu peux écrire. Et c'est de cette manière-là qu'ils ont pu, je dirais, homogénéiser tous les périphériques sous le terme de fichier. Et automatiquement, ils ont pu, je dirais, aller un peu plus en profondeur pour dire, par exemple, vous avez votre système de fichiers, et là, vous avez caractères et blocs. Ça, c'est les caractères et blocs, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est les types de périphériques. Tu as des périphériques qui vont faire le transfert par caractère. Et tu as des périphériques qui vont transférer par bloc de caractère. Et donc, automatiquement, pour les périphériques qui transfèrent par bloc de caractère, ils ont mis une zone tampon à l'intérieur, ce qu'on appelle le buffer cache. Le buffer cache, c'est quoi? C'est un espace mémoire qui est, dans lequel on peut garder les informations quand un disque, par exemple, transfère un bloc de caractère. Donc, on va mettre le bloc de caractère à l'intérieur. Et par la suite, l'application, quand elle a besoin juste de quelques caractères du bloc, on va tirer ces caractères à partir de ce bloc. Et la prochaine fois, par exemple, si elle demande d'autres caractères, on va voir que si les caractères sont toujours dans le bloc, on va tirer à partir du bloc. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de lire une deuxième fois, une troisième fois, etc. Pourquoi? Parce que là, en général, le bloc, il peut faire jusqu'à 4096 octets. Donc, ça peut faire 1028 ou bien 2056, etc. Tout dépend de la taille du bloc qui est adopté. Et donc, ça permet effectivement de réaliser les différentes opérations sur les périphériques, parce que principalement, les périphériques sont organisés en blocs, périphériques bloc, orienté bloc ou bien orienté caractère, tel que le clavier, par exemple, qui envoie par caractère, dans les imprimantes classiques par caractère, etc. Il y a d'autres qui sont les imprimantes, par exemple, laser, c'est un transfert par bloc et pas par caractère. Le disque transfère par caractère et ainsi par bloc. Il y a d'autres périphériques tels que la souris, par exemple, qui transfère par caractère, c'est-à-dire une seule information qui est transférée à la fois. Donc, on n'avait pas plusieurs informations qui sont transférées en même temps. Pour le système de processus, vous avez le scheduler. C'est quoi? C'est le système qui permet de donner la main à chaque processus. Parce que comme un système multiprocessus, ça veut dire quoi? Comme il y a un seul processeur, à chaque fois, on sélectionne un processus pour le rendre actif. Ça, c'est ce qu'on appelle le scheduler. Vous avez aussi le gestionnaire de la mémoire, c'est lui qui permet de stocker les processus, chaque processus dans son espace mémoire. Et vous avez aussi la communication interprocessus, c'est pour permettre les processus de communiquer entre eux. Et bien entendu, les deux blocs que vous avez, le sous-système de fichiers et le sous-système de contrôle de processus, ils communiquent entre eux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous avez un processus qui demande, par exemple, à écrire dans un fichier. Donc, ce sous-système de processus, il ne peut pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va communiquer avec le sous-système de fichiers qui, lui, va faire l'opération pour son compte et récupérer l'information, ensuite la transmettre vers le processus qui a demandé ça. Alors,
Tout à l'heure, quand on avait dit, vous avez un peu plus haut l'interface appel système. Donc, c'est là où réside l'interpréteur de commande. Et donc, à un moment donné, le programme ou l'utilisateur, quand il envoie une commande, donc elle est captée par cet interpréteur de commande pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et pour pouvoir la communiquer au système d'exploitation. Quand on a parlé tout à l'heure du système qu'il a été écrit à 95% en C, c'est-à-dire qu'on a écrit toutes ces parties supérieures en C, ben, ce qui reste, c'est le contrôle hardware. Le contrôle hardware, c'est quoi? Il est intimement lié à la machine, donc tu ne peux pas l'écrire, je dirais, en C. Pourquoi? Parce qu'il y a des interruptions qui sont propres au système et des mécanismes qui sont propres à la machine. Et c'est pour ça qu'on a gardé ces 5% qui sont en général, dans la pratique, on le fait comment? Ben, on l'écrit en assembleur. Pourquoi? Parce que c'est le langage machine qui est proche de la machine et c'est comme ça qu'on arrive à prendre en charge cet aspect-là. Alors, pour les fichiers dans Unix, on a trois types de fichiers. Vous avez les fichiers ordinaires classiques, vous avez les fichiers, ce qu'on appelle catalogue ou répertoire, et vous avez les fichiers spéciaux. À vrai dire, les fichiers spéciaux, c'est quoi? C'est les périphériques, c'est ce qu'on verra par la suite. Et dans l'organisation de fichiers, c'est comme ça que les choses ont été faites d'une manière interne. Comment j'avais dit l'autre fois que le fichier n'était pas une ressource physique, c'est une ressource logique. Pourquoi? Parce que le fichier, c'est quoi? C'est un ensemble d'informations qui sont éparpillées dans le disque et par un mécanisme d'assemblage, voici ce mécanisme d'assemblage qui est étudié et qui permet effectivement de réaliser les choses au niveau d'Unix. Donc ça, on aura l'occasion peut-être par la suite d'en discuter plus en détail. C'est relatif à la conception de ce système de fichiers. Donc ça, c'est ce qui vous donne une idée sur Unix, comment il a été réalisé, et avoir les concepts de base d'Unix pour pouvoir les utiliser par la suite. Donc c'est ce qui met fin à cette partie de présentation.